Alors bonjour, l'étude de la règle de droit nécessite obligatoirement le passage par une introduction qui implique au moins trois variables, ou bien trois notions clés, la notion de pouvoir, la notion de représentation et la notion d'opinion publique. Alors la notion de pouvoir implique déjà des instances, au moins l'instance politique et l'instance citoyenne. Alors vous avez des politiciens qui sont là pour veiller à ce que le droit soit respecté, soit bien exercé, et vous avez les citoyens qui sont là pour obéir et pour appliquer, bien sûr, les normes prescrites par les politiciens. Mais ce sont, dans le cadre de la démocratie, ça nous y reviendrons, dans le cadre justement de la notion de représentation, ce sont les citoyens eux-mêmes qui choisissent leurs représentants, et là nous passons par la troisième notion qui est celle de la représentation. Donc, pouvoir, représentation et opinion publique sont les trois notions que nous allons voir successivement dans le cadre de cette introduction générale à l'étude de droit. Et c'est parce que c'est nécessaire pour une meilleure appréhension de cette règle. Cette règle qui, bien sûr, constitue pour nous le fond du cours. On va essayer de voir quelle est sa nature par la suite, alors quels sont ses fondements, quelles sont ses caractéristiques, quelles sont les disciplines, différentes disciplines de droit. Bien sûr, on essaiera de voir par le menu chacune des disciplines et quels sont bien sûr les points de recoupement entre différentes disciplines de droit, de manière à ce que vous soyez suffisamment initié par rapport à cette matière nécessaire je dirais, de votre parcours académique, mais également professionnel. Alors, si vous êtes dans un domaine, dans le champ de l'économie, vous serez dans la nécessité, dans la contrainte de recourir au droit pour faire admettre, bien sûr, vos opinions, pour faire admettre vos décisions, pour les faire respecter également. Donc, il faudrait savoir les tenants et les aboutissants de cette règle-là. Donc, je commencerai tout d'abord par la notion de pouvoir. Alors, je vous ai déjà envoyé un certain nombre de documents. Vous allez trouver un document écrit concernant cette notion. Alors, la notion est le pouvoir est la capacité d'imposer une décision, de faire faire ou d'empêcher de faire. Regardez, de faire faire. Donc, on est dans le sens positif. Donc, je vous dis, je vous oblige à faire telle chose, ou bien d'empêcher de faire. Donc, je vous interdis de la faire. Donc, dans les deux sens. Selon Max Weber, le pouvoir est la probabilité qu'un acteur soit en mesure d'imposer sa volonté dans le cadre d'une relation sociale, malgré les résistances éventuelles et quel que soit le fondement sur lequel repose cette éventualité. En conséquence, il s'exerce avec ou sans le consentement de ceux qui devront obéir par la carotte ou le bâton. Et ça, c'est clair. Donc, relation de pouvoir nécessite déjà l'existence de deux instances. Alors, le dominant et le dominé, celui qui exerce le pouvoir, celui sur qui s'exerce le pouvoir. Et deuxième élément, et nous allons devoir le voir par la suite, c'est que déjà, il faudrait qu'il y ait une légitimation, c'est-à-dire je ne pourrais pas obéir au dominant que lorsque je reconnais en lui déjà la personne qui a vraiment le droit de dominer, et je me reconnais également en tant que dominé, donc je lui accorde cette légitimité. Donc ça c'est important, hein, c'est fondamental. Mais également et surtout, c'est pas obligatoire que je sois tout à fait d'accord avec, bien sûr, ce qu'il me dit de faire ou de ne pas faire. Le consentement n'est pas au cœur du pouvoir. Il se peut que je consente à ce qu'il me dit. Alors, c'est ça ce qu'on appelle la carotte. Donc, c'est par le processus de persuasion que je pourrais utiliser pour vous faire adhérer à mon opinion ou bien à mes décisions, etc. Alors, on est là dans le consentement. Donc, le pouvoir pourrait s'exercer avec le consentement, mais il se peut qu'il s'exerce sans le consentement. Et là, on est dans le régime de la force, dans la contrainte physique, c'est-à-dire je vous oblige par la force à faire ce que je veux que vous fassiez. Donc le pouvoir, il s'exerce avec ou sans le consentement de ceux qui devront obéir. Il implique donc domination. Le mot de domination
Bien sûr, chaque fois que nous parlons de domination dans le cadre du droit, dans le cadre de la politique, la référence est faite immédiatement à Max Weber. C'est une personne de renom en la matière et qui s'est attelé justement à l'examen de cette notion de manière très approfondie. D'ailleurs, c'est lui qui va opérer la classification des différentes dominations. La domination traditionnelle, la domination charismatique et la domination légalo-rationnelle. Alors, j'y reviendrai, bien sûr, à mesure que j'avance dans l'explication de cette notion. Robert Dahl, c'est un autre chercheur, ici je vous donne un certain nombre de définitions pour que nous puissions saisir dans sa complétude et dans sa forme, je dirais, complète cette notion. Robert Dahl définit le pouvoir comme une influence. A exerce un pouvoir sur B. A exerce un pouvoir sur B dans la mesure où il obtient de B une action que ce dernier n'aurait pas effectuée autrement. C'est-à-dire que si je n'exerce pas de pouvoir sur vous, vous n'auriez pas fait ce que j'attendais de vous. Et c'est à ce niveau-là que nous parlons de pouvoir. A exerce un pouvoir sur B, dans la mesure où il obtient de B une action c'est-à-dire qui provient de B, une action que ce dernier, c'est-à-dire B, n'aurait pas effectuée autrement sans l'existence de ce pouvoir et sans l'exercice doux ou bien forcé de ce pouvoir. Donc là, le mot influence, c'est un mot qui est également au cœur de... Cette influence, elle peut comme garder à l'esprit ceci, c'est-à-dire que vous avez deux manières de faire. Soit que je vous oblige par la force, je vous influence par la force. Vous êtes influencé et donc vous êtes en obligation d'obéir par la force. On est dans le régime ici de la contrainte physique, de la force physique, de la force matérielle, soit que je vous contrains à faire la chose, mais de manière douce, de manière indirecte, de manière à ce que j'obtienne de vous un consentement à ce que je désire, par rapport à ce que je veux. Et donc là également, il y a une influence, mais avec une autre modalité, avec une autre forme. Le pouvoir peut aussi reposer sur l'information. Alors, celui qui la détient exerce un pouvoir car il peut la détourner afin de faire passer son intérêt pour l'intérêt de tous. Ça, je pense que c'est clair, c'est-à-dire, parfois, le fait d'avoir une information pourrait quelque part me positionner en position de dominant. Celui qui la détient exerce un pouvoir car il peut la détourner afin de faire passer son intérêt pour l'intérêt de tous. Alors je vous ai donné déjà des exemples dans le document que je vous ai envoyé, par exemple la propagande, par exemple les produits de mes concurrents sont mauvais pour la santé et donc il faut les interdire ou l'utiliser à son profit. Initier donc je suis le premier à acheter un terrain que les autres croient inconstructible, mais comme je sais que le maire va modifier par exemple le plus pour rendre ce terrain constructible et que je suis l'un des seuls à le savoir, je vais l'acheter au prix d'un terrain inconstructible. Ça se fait, ça se pratique le plus souvent. C'est-à-dire la connaissance de quelque chose nous met déjà en position de pouvoir. Les personnes qui savaient déjà, qui sont mieux et bien placées dans le domaine de l'économie et qui savaient que un jour arriverait où il y aurait vraiment une importance accordée aux moyens, nouvelles technologies de la communication et de la communication, ils ont déjà destiné leur progéniture, leurs enfants, bien sûr, vers ces champs, vers ces emplois. Et donc, leurs enfants ont fait ces études-là, et donc, maintenant, ils étaient les premiers à occuper les premières places, bien sûr, dans ce champ. Ceci provient du fait que leurs parents déjà détenaient une information que les autres ne détenaient pas. Et là, nous avons une forme de pouvoir particulière que nous pourrions déjà, dès à présent, placer dans le cadre du pouvoir qui s'exerce en douceur, c'est-à-dire le pouvoir symbolique. Oui, alors... pouvoir charismatique, loi du plus fort, respect filial, pouvoir des savants, pouvoir économique, pouvoir politique. Alors là, vous avez différents types de pouvoirs
qui pourrait s'exercer en fonction de notre position. Alors bonjour, l'étude de la règle de droit nécessite obligatoirement le passage par une introduction qui implique au moins 3 variables. Donc le pouvoir est pluriel. Donc nous avons pouvoir économique, ou bien pouvoir politique, ou bien pouvoir charismatique, etc., en fonction de notre position dans la société, mais également dans l'échiquier politique, etc. Je reviendrai à ce que j'avais dit au départ concernant Max Weber et l'importance qu'il a accordée à la notion de la domination. Alors pour ce grand chercheur, il a classé la domination en trois catégories. Alors ce qu'il appelle la domination rationnelle, il s'agit d'une domination impersonnelle, obéissant à des règles, à des lois, exemple les contribuables face au trésor public, le respect du code de la route, etc. C'est-à-dire qu'il y a des normes qui ont été fixées, bien sûr, par le législateur, et donc ils sont là à être respectés par les citoyens. On est dans une forme de domination rationnelle. Ça, c'est pourquoi on l'appelle rationnel, c'est parce que vous êtes des citoyens, vous avez élu vos représentants, et ces représentants, ils ont obtenu de vous une délégation de pouvoir. Nous reviendrons à ça lorsqu'on parlera de la représentation. Et donc, ils sont là pour légiférer à votre place, légiférer pour vous une fois que les règles sont établies, les normes sont établies, vous êtes dans l'obligation d'obéir. Donc là, nous avons une domination rationnelle qui est au cœur, justement, de l'intérêt que nous avons accordé à la notion de droit dans ce cours. Parce que la règle de droit s'inscrit dans la domination légale ou rationnelle, et non pas dans la domination traditionnelle ou bien la domination charismatique. C'est une domination consentie, c'est-à-dire, moi, j'ai élu des représentants, ces représentants ont légiféré pour moi, et donc je dois accepter ce qu'ils légifèrent, ou bien ce qu'ils ont légiféré pour moi, donc je dois accepter ces règles, je dois accepter ces normes. On est dans une forme de domination qui est légale, qui est légitime. C'est la raison pour laquelle Max Weber l'appelle la domination rationnelle. Ça coïncide avec ce que Pierre Bourdieu, qui est un sociologue français contemporain, appelle la violence symbolique, ou bien le pouvoir symbolique. C'est un pouvoir qui ne s'exerce pas par la force physique, mais par la force symbolique. Ici, en l'occurrence, c'est la règle de droit. Je ne vais pas vous forcer par le bâton, je ne vais pas vous forcer physiquement, mais il y a une règle à respecter. Vous m'avez choisi pour que je légifère pour vous une telle règle, donc vous avez l'obligation d'accepter justement cette norme et cette loi. Donc ça, c'est la première forme de domination que Max Weber appelle la domination rationnelle. Et puis, il y a la domination traditionnelle. Le détenteur du pouvoir a été désigné par la tradition, par exemple un roi, un sorcier, etc. Donc dans le cadre, par exemple, de la tribu, on voyait ce genre de pouvoir, c'est-à-dire la succession, je dirais, de pouvoir se fait par un biais traditionnel, c'est-à-dire par exemple le chef de la tribu, il donne, je dirais, le pouvoir à son fils, ou bien il délègue le pouvoir à une personne de la tribu, et ça se fait selon des règles plutôt traditionnelles, non pas sur la base, comme c'est le cas maintenant en démocratie, sur la base d'un processus électoral dans lequel il y a des électeurs et il y a des élus, il y a un processus de vote. Alors, lorsqu'on parle de domination traditionnelle, c'est une domination qui est faite et exercée par le biais de la tradition. Et nous avons l'exemple le plus parlant, c'est l'exemple qui se trouvait bien sûr dans la gestion des tribus. Hein. C'est-à-dire, le pouvoir se faisait de manière plutôt successorale, de manière traditionnelle et non pas sur la base
d'élection, comme c'est le cas par exemple pour les démocraties actuellement. Et puis il y a, selon Max Weber, bien sûr ici on ne fait que présenter les choses, donc on n'est pas à la phase de discussion ni des catégories ni de la notion, mais uniquement de la compréhension de ce que Max Weber essaie de nous dire, ce qui essaie de, qui est la définition qu'il donne à chacune de ces formes de domination. Et puis il y a la troisième forme, c'est la domination charismatique.